Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une capacité assez folle qui transforme ChatGPT, la création d'images. Absolument. Notre point de départ, c'est une analyse assez poussée, inspirée notamment par une démo de Seb Connect. Oui, une bonne base. Et tout ça dans un contexte où, faut le rappeler, Statista nous dit que presque 40% des Français ont un peu peur que l'IA menace leur boulot à court ou moyen terme. C'est une vraie préoccupation, hein. Carrément. Donc notre but aujourd'hui, c'est de voir comment ça marche vraiment, ce truc, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec, au quotidien, au boulot, est-ce que c'est plus qu'un gadget sympa? Bon, alors, allons-y, regardons ça de plus près. Ce qui est fascinant ici, je trouve, c'est vraiment de voir cette évolution. ChatGPT, c'était le roi du texte, et là, pouf, il devient potentiellement un assistant graphique. C'est ça. Un outil qui non seulement pige une demande écrite, mais qui la traduit en images. Et surtout, le truc clé au début, c'est que c'est accessible. La fonction est ouverte à tous, même sans payer. Ah oui, ça c'est un gros point. Ça démocratise le truc. Mais bon, gratuit, souvent ça veut dire limité, non? Tout à fait, il y a une contrepartie. Pour les comptes gratuits, la limite pour l'instant, c'est quelques générations par jour. La source parlait de 3 images. 3 images, c'est pas énorme. Non, mais c'est une contrainte technique en fait. OpenAI doit gérer une demande qui est juste énorme. La charge sur les serveurs, tout ça. Sam Altman en a parlé. Alors, est-ce que c'est assez? Pour des premiers tests, pour s'amuser un peu, tu vois, à faire un style Ghibli ou l'image qui tourne sur Twitter. Ouais, pour bidouiller quoi. Voilà, ça permet de voir le potentiel sans sortir la carte bleue tout de suite. Prenons un exemple concret vu dans la source. Créer un lettrage un peu original. Disons qu'on veut écrire doudoune pour une pub. D'accord. Mais pas juste le mot. On veut qu'il ait la texture, le rembourrage de la doudoune. Le prompt était assez précis. Lettrage, doudoune, avec une typo originale fournie, remplie avec la texture d'une image de doudoune, fond blanc, nickel, réaliste et élégant. Ok, très spécifique. Et le premier résultat sort, en format carré. Ce qui n'est pas toujours idéal, c'est sûr. Pour une bannière web, par exemple, c'est pas ça. Mais bon, c'est là que ça devient intéressant, la discussion avec l'IA. Exactement. Pas besoin de tout recommencer de zéro. Juste un petit message. La même image, mais en format paysage. Hop, ça ajuste le cadre. Pratique. Et pour pouvoir l'utiliser facilement dans un design, sur un site, même image, mais avec un fond transparent, format PNG. Et là, on a le mot « nickel », sans arrière-plan, prêt à l'emploi. C'est cette fluidité, cette itération facile qui est, assez bluffante. Tout à fait. Ça montre bien comment on peut prototyper rapidement une petite idée visuelle, tester un concept, avoir un élément graphique simple, quasi fini. Oui, Franchement, ça peut faire gagner un temps fou par rapport à ouvrir Photoshop ou Illustrator, juste pour un petit test ou un élément simple. C'est une aide pour trouver des idées et pour produire des petits trucs ponctuels. allons plus loin. L'IA comme assistante pour du design produit. L'exemple donné, c'est une image promo pour un casque audio. Ambiance très Apple, colorée, pour une page de vente web. D'accord. Et là, le prompt initial, il demande pas juste de créer une image. Il demande à l'IA d'analyser le produit et de proposer 3 concepts d'affiches différents. Ah voilà, ça c'est une autre dimension. L'outil ne fait pas qu'exécuter. Il propose des pistes créatives différentes. C'est plus qu'un simple générateur, ça devient une sorte de partenaire de brainstorming. C'est ça. Voyons voir ces pistes. La première idée, un fond dégradé assez flashy, rose, bleu, le casque qui flotte un peu, texte minimaliste, sound reimagined, très épuré. Typique Apple, ouais. La deuxième idée, ambiance plus sombre, fond noir, on devine une silhouette avec le casque et des éclats de lumière colorés qui sortent du casque. Texte discret, dive into your sound, plus immersif, tu vois. Oui, une autre approche. Et la troisième idée, fond clair, blanc ou pastel, et des sortes d'éclaboussures de peinture, genre aquarelle, qui jaillissent du casque. Le produit bien visible en 3/4. Texte plus punchy, music unleashed. Plus artistique peut-être? Ce qui est notable, c'est la diversité des propositions, tout en restant dans la contrainte style Apple coloré. L'IA a bien interprété ça, mais elle explore différentes manières de le faire. Et ça va plus loin. L'IA propose même de faire un mock-up rapide, une mise en situation pour une des idées. Ah oui. Ouais. Le résultat montré pour l'idée 1, le fond dégradé, est décrit comme très propre, presque utilisable direct pour un site web. Le seul petit hic, c'est que le texte généré est en anglais. Mais bon, ça se corrige facilement. Oui, c'est un détail. Et c'est ça qui est important, la flexibilité. Si l'idée 1 plaît pas, hop, on génère les autres. Les exemples pour les idées 2 et 3 montrés dans la source illustrent bien cette capacité à explorer vite fait des univers visuels différents.
C'est clair. Franchement, si on prend un peu de recul, pour créer des visuels marketing, ça peut être un accélérateur euh, énorme, potentiellement. Bien sûr, il y a des limites. La source dit que la typo peut avoir besoin d'une retouche pour être parfaite. Ok. Mais l'essentiel du boulot visuel, peut-être 90% dans ces cas précis, c'est l'IA qui le fait. Alors parlons d'une autre fonction qui a l'air super puissante. L'édition ciblée d'images. On part d'une image générée, ok. Par exemple, un ours qui fait du vélo dans un champ de tournesol. Au début, c'est sorti en style illustration. Ce qui était peut-être pas le but recherché. Donc, première étape, corriger le style. C'est ça. Prompt simple, pas une illustration, même compo mais photoréaliste. Et l'IA s'ajuste. Ensuite, on peut tester si elle pige l'espace. Même ours, mais vu de face. Elle le fait. Elle corrige même une erreur dans le prompt qui parlait de panda, elle remet ours. Pas mal. Mais là où ça devient vraiment pointu, c'est avec le nouvel outil d'édition. Exactement. On peut cliquer sur l'image générée et on peut littéralement peindre, sélectionner une zone précise et après on donne une instruction qui ne s'applique que là. Ça ouvre des possibilités de contrôle assez fines, enfin en théorie. Voyons en pratique. Première modif. On sélectionne le haut de l'image. Instruction. Ajoute le titre ours à roulette sur 2 lignes. Et Et le texte apparaît pile là où il faut. Deuxième modif. On sélectionne le vélo. Instruction. Remplace la bicyclette par une moto. Ajuste le texte en ours à 2 temps et place ce texte derrière la tête de l'ours. ok, plus complexe là. Résultat, l'ours est toujours là, nickel, pareil, mais il est sur une moto. Et le texte est bien planqué derrière sa tête. Ah ouais, donc elle maintient la cohérence de la scène, même en changeant un gros élément, elle intègre la moto de façon réaliste quoi. C'est ça. Troisième test, encore plus fou, sélection de l'ours et de la moto. Instruction, remplace l'ours par un lion et change le texte en lion en moto. Un lion, carrément. Ouais, et d'après la source, ça marche. Un lion réaliste apparaît sur la moto, c'est bien intégré, ça reste cohérent visuellement. C'est assez impressionnant, mais le dernier test, c'est là qu'il y a un truc bizarre, non? Oui, le dernier essai visait juste à changer le style du texte. On sélectionne la zone du texte, et l'instruction c'est même texte, même endroit, mais dans un style film d'action asiatique des années 70. Ok, juste le texte. Et là, surprise totale. Raconte. Eh ben, d'après la description, c'est pas juste le texte qui change de style. C'est toute l'image, les couleurs, la lumière, l'ambiance générale, même le rendu du lion. Tout bascule dans ce style de vieux film d'action, alors qu'on avait sélectionné que la zone de texte. Ah ouais, c'est ça qui est fascinant et un peu déroutant en fait. Bug, ou alors une fonctionnalité cachée, une sorte de créativité imprévue. Bonne question. Est-ce qu'elle a surinterprété ou est-ce que c'est une forme d'intelligence créative qu'on ne maîtrise pas encore? Difficile à dire sans faire plus de tests. Mais ça montre bien deux choses. La puissance de l'édition pour modifier des éléments précis, Oui. et en même temps, ses limites actuelles. Ou du moins, son comportement parfois un peu imprévisible. Le contrôle n'est peut-être pas aussi fin qu'on l'imagine dans tous les cas de figure. Ok. Changeons de domaine. La pub avec des personnes. L'exemple, c'est pour créer une image pour le parfum Miss Dior. Il faut combiner un mannequin et le flacon. D'accord. Le premier prompt est assez direct. Image pub, mannequin plus produit, la femme tient le flacon près du visage, elle regarde l'objectif. Et là aussi, la démarche qui est intéressante, c'est l'exploration. L'utilisateur demande 5 idées différentes. C'est ça. Et l'IA les sort. La source se concentre sur l'une d'elles, l'idée 3i, noir et blanc avec des touches de couleur. Le résultat, c'est une image en noir et blanc, sauf le flacon de parfum qui ressort en couleur vive. Un classique, mais efficace. La source note quand même des petits défauts, genre l'étiquette du flacon pas parfaite. Oui, des détails. Mais elle souligne que pour valider un concept avec un client ou pour un brief créatif, c'est largement suffisant. On voit aussi l'exemple de l'idée 5 où le mannequin regarde à travers une vitre mouillée. Le concept est là, l'image le rend bien. Et il y a aussi ce cas intéressant d'affinage. Une idée de départ, l'idée 4, n'était pas top. Ouais. Plutôt que de laisser tomber, l'utilisateur a donné un prompt beaucoup plus détaillé pour la guider. Scène de préparation dans un dressing chic, mannequin assise à une coiffeuse,
plein d'accessoires de mode autour. Elle applique son parfum, ambiance, routine, beauté, luxe et intime. Ah oui, là, c'est précis. Et l'image qui sort correspond très précisément à cette description très riche. Donc même si le premier jet est pas parfait, on peut vraiment la guider plus finement. Exactement. Ça renforce cette idée que c'est un outil pour tester des directions artistiques, pour matérialiser rapidement une vision. Et potentiellement pour faciliter la discussion créative, tu vois, avec un client, en montrant concrètement différentes pistes. Un dernier cas d'usage, assez différent celui-là. Créer des infographies. L'exemple porte sur le fonctionnement d'un moteur de temps, et l'approche est plutôt maligne. Ah oui? Il demande d'abord à l'IA de proposer une structure logique, avant même de générer l'image. Ah, intéressant. Donc le premier prompt, c'est quoi? Genre, C'est créer une infographie claire sur le moteur de temps, propose une structure logique, les sections, les infos clés, et un style d'illustration. d'accord. Et l'IA répond quoi? Eh bien, elle sort un plan super détaillé. Titre, intro, schéma à noter, description des phases admission, compression, tout ça. Comparaison avec le moteur 4 temps. C'est une vraie proposition éditoriale, en fait. Pas mal. Ensuite, l'utilisateur demande une version plus simple, pour une affiche unique. Et l'IA adapte sa structure, format vertical, titre, sous-titre, des images centrales avec légende, les phases importantes, avantages inconvénients. Logique. Et après, il demande de générer la fiche. Voilà, prompt, génère la fiche. Et le visuel arrive. Et alors, le résultat? Même mitigé d'après l'évaluation. Le visuel respecte bien la structure demandée, les grandes lignes sont là, Mais non. mais le gros point faible, c'est le texte intégré dans les illustrations. Il serait soit absent, soit carrément erroné. Ah, manque de place dans l'image, hein? Ou alors, elle gère moins bien le texte en français qu'en anglais, peut-être, hein? C'est possible, oui. La source suggère ces pistes. Clairement, sur ce genre de contenu très informatif, où le texte est super important et doit être précis, Oui, là, c'est critique. l'IA montre ses limites actuelles. Le potentiel est là pour générer une base visuelle pédagogique, une structure. Mais il faudrait sans doute pas mal de boulot humain derrière pour corriger et finaliser tous les textes. Compris. La source mentionne aussi une autre manière d'utiliser ces modèles de génération d'images. C'est via l'interface de Sora. Normalement, c'est pour la vidéo, mais ça marche aussi pour l'image. Par contre, il faut un abonnement ChatGPT+. Oui, j'ai vu ça. Cette interface, comme elle est pensée pour l'audiovisuel, elle est décrite comme plus sympa, plus agréable à utiliser aussi pour générer des images. Et elle a des options en plus qui sont intéressantes. Comme quoi, par exemple? Déjà, tu peux choisir très clairement le ratio de l'image que tu veux. 16 neuvième, carré, mais aussi des formats super larges comme du 30 neuvième. C'est pratique si tu prépares des éléments pour une vidéo ou une bannière très spécifique. Ah oui, pas mal. Et surtout, elle permettrait de générer plusieurs images en même temps? C'est ça, l'autre gros avantage mentionné. Tu peux générer jusqu'à 4 variations d'un coup, à partir du même prompt. Ah, 4 d'un coup. Oui. Bon, ça permet de griller ta limite journalière plus vite si tu es en gratuit sur ChatGPT normal, mais là, avec plus, ça permet surtout d'avoir plus de choix d'un seul coup. Ensuite, tu choisis la meilleure et tu peux l'affiner avec une fonction remix. Ça ressemble un peu à l'outil d'édition dont on parlait avant. D'accord. C'est pratique pour avoir rapidement plusieurs options visuelles ou pour obtenir des plans qui soient cohérents si tu veux faire une petite séquence animée, par exemple. Bon, ok, si on récapitule. Tout ça. On a un outil qui peut générer des images avec un style précis, qui peut détourer des objets, faire du photoréalisme, Oui, proposer des concepts pour de la pub, structurer des infographies, même si le texte pêche un peu. c'est ça. Et qui peut même éditer des zones précises d'une image qu'il a créée, avec en plus des interfaces comme Sora, qui donnent encore plus d'options. Qu'est-ce qu'on en retient au fond? La conclusion de la source est assez directe, je trouve. ChatGPT ne se contente plus de parler, maintenant, il voit et crée. Oui. Et ça nous ramène direct à l'inquiétude du début, celle des 40% de Français. Est-ce que c'est une aide incroyable qui démultiplie nos capacités ou est-ce que c'est une menace pour certains métiers créatifs? Forcément, la réponse dépendra énormément de qui regarde. Un graphiste, un créateur de contenu, un responsable marketing ou juste quelqu'un de curieux. Le potentiel de transformation, il a l'air bien réel en tout cas. La question reste ouverte. Outil pour nous augmenter ou outil pour nous remplacer? C'est une question qui dépasse largement cette seule fonctionnalité, c'est sûr. La nature même du travail créatif. On parle beaucoup de l'art du prompting, savoir bien demander à l'IA. C'est important, oui. Mais il y a aussi la compétence de curation, savoir choisir, trier, affiner ce que l'IA propose. Et peut-être, plus que jamais, la nécessité d'avoir un esprit critique super affûté pour juger si ce qui est généré est pertinent
original, de qualité. Quelles sont les compétences qui deviennent vraiment centrales dans ce nouveau paysage? C'est une question ouverte, mais elle est essentielle, je crois.